Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une nouvelle semaine sportive qui débute et c'est avec plaisir, bien sûr, qu'on sera en votre compagnie pour le décryptage de toute l'actualité sportive d'ici et aussi d'ailleurs. Pour ce faire, je serai accompagnée de Beugriago. Bonsoir Beugriago. Bonsoir Marie-Christine Degré. Comment vous allez? Super bien. Le week-end s'est bien passé? Super bien passé, avec de très bons matchs qu'on a suivis. Oui. Et surtout, te retrouver. Plaisir total. Merci beaucoup. À vos côtés, Clément Yeton. Bonsoir Marie-Christine. Bonsoir Clément, comment vous allez? On va super bien et puis on démarre la saison, on démarre la semaine avec toi, donc ça devient une habitude, on commence à se trouver les yeux fermés. Oui, oh là là, d'accord. Guillaume Lys, et vous? Je vais bien, je vais super bien. D'accord, bien reposé? Oui, on se repose toujours, il faut bien commencer la semaine et je pense que ça a bien commencé, et surtout avec ce plateau et aussi avec ces invités de renom. Des experts, donc on va partager le plateau avec eux. Et avec moi aussi, non? Évidemment. JP, Jean-Philippe, bonsoir. Comment vous allez, Jean-Philippe? C'est toujours un bonheur de vous retrouver. Votre micro, Jean-Philippe, on ne vous entend pas bien. Ah, il faut que je le rapproche encore plus? Oui. Donc, comme je le disais tantôt, c'est avec une immense joie que je me retrouve encore ici en début de semaine, en votre compagnie. Bon, j'espère qu'on va pouvoir faire une magnifique émission. Ça sera chose faite. Merci beaucoup, JP. Et déjà, on vous montre ce qu'on vous réserve ce soir avec le sommaire. Au sommaire de la Grande Team, ce lundi, le tour des informations sportives dans LGT News. Yacine Idriss Diallo, le président de la FIF aux commandes depuis un an. Quel message avez-vous pour lui pour l'aider à repositionner le football ivoirien? On attend vos réactions en actu. Bon début de semaine en compagnie de Marie-Christine Begré et toute son équipe. Une question LGT donc pour vous ce soir. Quel message avez-vous pour le président Yacine Idriss Diallo après un an à la FIF? Le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99, toujours l'indicatif plus 225 si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire et aussi sur la page Facebook de la 3. Entamons véritablement notre émission avec LGT News. LGT News. Volleyball, 24e titre pour l'ASEC Mimosa. L'ASEC Mimosa est championne de Côte d'Ivoire de volleyball. Un 24e titre remporté samedi dernier au Palais des Sports de Trècheville à l'issue de la finale qui a opposé le club jaune et noir à la formation de Descartes. Score final 3-7 à 1. Cette victoire des Fleurs Mimosa permet à l'ASEC de reconquérir son titre perdu l'an dernier face à cette même équipe de Descartes. On comprend aisément la joie qui animait les Mimos au terme de ce match âprement disputé. LGT News. FESPOL, les sports olympiques se dévoilent aux populations de Dimbokro. Le stade Koné Samba Ambroise et le centre de l'Union des jeunes de la ville de Dimbokro ont accueilli les 6 et 7 mai dernier la première édition du Festival des sports olympiques dénommé FESPOL 2023. Un événement organisé par le CNOCIV. Plus de 200 athlètes issus de 16 fédérations olympiques, à savoir le taekwondo, l'athlétisme, le basketball, la boxe, le badminton, le cyclisme, le judo, la gymnastique, la lutte, le tir à l'arc, pour ne citer que celles-là, ont pris part à cet événement à travers des démonstrations et des jeux. Le ministre des Sports, Paulin Claude Danhaut, le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly, de même que les autorités administratives de la dite localité, ont donné un cachet spécial à ce FESPOL qui a pour objectif de vulgariser les sports olympiques auprès des populations jeunes. À noter qu'au nom du CNOCIV, un don a été fait à un orphelinat de Dimbokro pour clore ce premier FESPOL. Je voudrais donc vous demander de vous inspirer de l'homme que vous avez choisi comme parrain, le ministre Adama Coulibaly, ministre de l'Économie et des Finances, qui conduit avec excellence, avec abnégation, l'économie de notre pays, qui est aujourd'hui une économie rayonnante et performante. Soyez donc, vous aussi, performants, comme votre parrain. C'est donc sur cette note d'espoir et d'encouragement que je voudrais déclarer, lancer le premier festival des sports olympiques pour que vive l'olympisme, vive le sport, pour que vive une Côte d'Ivoire solidaire et prospère. Je vous remercie.
LGT News. Judo. Le lycée jeune fille de Yopougon aura sa salle d'entraînement. Le président de la Fédération ivoirienne de judo, Daboné Seydou, a procédé à la pose de la première pierre de la salle d'entraînement du lycée jeune fille de Yopougon. C'était vendredi dernier en présence du ministère de l'Éducation nationale, des chefs d'établissements féminins de Côte d'Ivoire. Ce pôle de développement d'Abidjan Nord est la preuve que le patron de cette discipline accorde une grande importance au judo féminin. La prochaine salle d'entraînement du lycée jeune fille de Yopougon comprendra des vestiaires, des bureaux et un espace de vie. Il sera bâti sur plus de 300 mètres carrés. Nous allons progressivement installer des pôles de développement du judo de ce genre afin d'inciter toutes les jeunes filles à la pratique de cette discipline, a commenté le président Daboné. LGT News. Tennis, un tournoi caritatif organisé pour le bonheur des tout-petits. La Fondation Balifet a lancé samedi 6 mai à Abidjan un tournoi international de tennis dans l'optique de contribuer à l'épanouissement des enfants orphelins. Une cinquantaine de jeunes filles et garçons issus de l'orphelinat d'Azureti de Bassam bénéficieront de la construction d'un établissement, lequel comportera des dortoirs et des installations sportives ultra modernes grâce aux fonds qui seront récoltés à l'issue du tournoi. Cette compétition internationale de tennis pour amateurs et professionnels débutée le samedi 6 mai connaîtra son apothéose le 21 mai prochain. Soulignons que la vingtaine de participants à ce tournoi sont venus du Sénégal, du Burkina, du Mali, du Liban et de la Côte d'Ivoire. L'objectif principal de notre fondation, c'est entraîner les orphelins à pratiquer une activité sportive et ceux qui sont intéressés par le tennis ou par un autre sport d'hiver, les accompagner avec des partenaires. On veut construire l'orphelinat pour avoir un espace sportif parce que où ils sont en ce moment est très restreint, ils n'ont pas d'espace pour s'épanouir. Voilà. Donc là, ils pourront pratiquer tout sport, s'adonner au tennis, et au foot et à d'autres sports. Voilà. Donc c'est ça notre objectif. LGT News. Football à présent. Manchester United. Eric Bailly placé sur la liste des joueurs transférables. Non conservé par l'OM à l'issue de cette saison, Eric Bailly devrait normalement revenir à Manchester United pour tenter de se refaire une santé. Mais voilà que les nouvelles ne sont pas forcément bonnes pour l'international ivoirien. Selon la presse anglaise, le nom de Bailly figure sur la liste des joueurs à transférer. Manchester United attendrait avec beaucoup d'impatience une offre pour le défenseur ivoirien. Quelle sera la prochaine destination d'Eric Bailly? Mystère et boule de gomme. LGT News. Bayern Munich. Bounassar a rejoué. Longtemps absent des terrains pour cause de blessure, Bounassar est enfin opérationnel. L'international sénégalais a foulé la pelouse le week-end dernier en participant à la victoire du Bayern Munich, quoi s'enflammer pour le joueur de 31 ans qui a passé. Les débats sont donc ouverts. Guy Orlus avec le Bayern. Un mot sur Bounassar? Oui, d'abord, la bonne nouvelle, c'est de l'avoir retrouvé voilà, avant la fenêtre du mercato. Et puis, derrière, il faut reconnaître que sa blessure remonte à septembre 2022, si je me rappelle très bien. Alors, pour le moment, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile parce que à son retour, il y a des joueurs, on va dire, hein, pour le Bayern, il y aura gros à faire. Moi, je pense que alors que son contrat prend fin en 2024, un an, est-ce qu'il aura le temps voilà, d'impacter, de se positionner en tant que leader? Ce sera difficile parce que Mazraoui et Cancelo sont des joueurs de calibre. Et Thomas Tuchel, qui connaît très bien le championnat anglais, qui a vu Cancelo sur le terrain, est-ce qu'il va donner la chance à ce joueur-là de s'imposer avec le Bayern? La question reste posée, donc qu'il profite du temps de jeu qui lui sera donné pour essayer d'avoir un autre club, pourquoi pas, à l'approche du mercato. D'accord. Clément, un mot sur le tennis. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a un magnifique geste quand même parce que donner de l'épanouissement aux orphelins grâce au tennis, à Azureti, à Bassam précisément, donc je pense que c'est formidable quand même au-delà de ce geste du cœur.
On encourage ce qu'on appelle la formation parce que quand tu veux avoir des champions dans ton pays, tu as obligation de s'attaquer à ce qu'on appelle la racine. Et la racine, c'est quand même les plus jeunes, c'est ces gamins-là. Et quand tu t'attaques à la racine, tu as la possibilité d'avoir des champions parce que voilà, sur le continent africain, on n'a pas de grands champions en tant que tel en termes de tennis. Il y a quelques sportifs qui essayent de tirer le tennis africain vers le haut. On parle de Rams Jabeur, la Tunisienne, Javiri, le Tunisien. Et puis Kevin Anderson, le Sud-Africain, qui a essayé également. Donc si on encourage ce type de formation, cette manière de former les jeunes gens et puis de donner le sourire aux jeunes gens également, je pense qu'à la longue, on peut avoir tout ce qui est champion, pourquoi pas en Côte d'Ivoire. Et puis un Ivoirien qui va aller titiller les grands noms du tennis. On parle de Alcaraz qui a gagné hier. On peut avoir peut-être un Nadal, Federer, Djokovic. Ça part de la formation, ça part aussi de la détection. D'accord. Jean-Philippe, le judo. Oui, le judo qui est en train de mener à bien, je dirais, son expansion. En allant là où il faut aller, parce que depuis fort longtemps, moi j'ai eu à pointer du doigt cette sorte d'inertie des fédérations ivoiriennes concernant leur implication sur les espaces où se trouvent les jeunes, notamment à l'école. Et là, c'est une excellente idée qu'a eu le président de la fédération, M. Daboné Seydou, d'aller donc vers ces centres d'excellence où il y a de l'espace pour essayer d'implanter maintenant des salles qui seront complètement dédiées à la pratique de cette discipline. Parce que c'est vrai, il a toujours dit, il a regardé du côté du taekwondo avec l'organisation qui a été mise en place par Bachek Daniel. Il a regardé du côté du basket avec aujourd'hui le marketing qui est fait autour de cette discipline qui est très bien menée. Il essaie de faire une jonction pour attirer le maximum de jeunes vers sa discipline. On sait que le judo féminin est une discipline au sein de laquelle quand même la Côte d'Ivoire excelle. Il a même sa fille qui fait partie des meilleures à travers le monde, et pourquoi pas donner la chance à d'autres jeunes filles de pouvoir pratiquer cette discipline en installant donc ces pôles de développement là dans ces différentes institutions. Donc c'est une excellente nouvelle. J'espère que cela va se démultiplier, qu'il aura des partenaires qui vont l'accompagner dans la mise en place de ces différentes salles de sport. On espère tous. Buriago, avec vous, on parle d'Éric Bailly. Oui, le défenseur central ivoirien de Marseille, qui ne va pas être conservé par Marseille parce que Marseille n'a pas levé son option d'achat, parce qu'il n'a pas rempli les conditions de constance, de régularité dans ses performances. Il doit retourner à Manchester. Voilà que Manchester le met sur la liste des transferts. Pour moi, ce n'est pas une mauvaise nouvelle parce qu'aujourd'hui, Bailly doit rebondir dans un autre club, dans un autre championnat. Il a les qualités, il a l'expérience, il a le vécu, il a le talent pour rebondir dans un bon club familial. Moi, je parlais du côté de l'Espagne, où il a encore aimé, où il a encore ce don-là de pouvoir reconquérir ce public-là. Je pense que Bailly doit rebondir rapidement, doit trouver un club parce que la CAN, elle n'est pas loin et on a besoin de lui. C'est un élément important du dispositif de Gassé. Et pour moi, Bailly a le talent, il a la qualité, il a les qualités pour rebondir très rapidement dans un très bon club du côté en dehors de la Première Ligue pour moi. D'accord, très bien. Messieurs, on va désormais parler de ce qui crée le buzz. Et c'est Camavinga qui entre dans l'histoire du Real de Madrid. On passe au Sabuzz. Alors, quel commentaire faites-vous sur ce record battu par Eduardo Camavinga? Clément? Je pense que comme les supporters du Real le disent actuellement, Camavinga, il a fini le jeu. Voilà, parce qu'à 20 ans, tu as tout remporté avec le Real Madrid, un grand club. On parle quand même de record de précocité pour ce jeune homme qui apprend très très vite. On a vu même qu'on l'a dézonné, on l'a baladé à son poste. Du milieu défensif, il va se retrouver arrière gauche et là, il n'a aucune difficulté, il n'a pas de pression. Alors, je pense qu'il évolue. Il y a Makel Elemen qui fait une déclaration sur lui. Il dit que Camavinga joue à mon poste. C'est un grand joueur. Il a appris beaucoup et il apprend très très vite. Donc je pense qu'on parle d'un garçon qui est tenté de valider les étapes de manière surprenante parce qu'arrivé au Real Madrid, on pensait qu'il allait avoir ce poids-là. On parle d'une institution, mais lui, il essaie de surprendre tout le monde parce que c'est un garçon qui est arrivé pour 31 millions d'euros à la Casablanca. Là-bas, on sait qu'il y a beaucoup de pression, mais lui répond à cela. À 20 ans, il a déjà tous les trophées avec le Real Madrid. Donc je pense que sa carrière est belle pour l'instant. C'est un garçon qui explose le record. À 16 ans déjà, il a joué son match pro avec Rennes. À 16 ans déjà, il était avec les espoirs de l'équipe de France. Et puis à 17 ans, il était en A avec les Bleus. À 19 ans, il va remporter la Champions League avec le Real Madrid. Voilà, moi, je suis à sa place. Je pense que je serai très, très heureux parce que c'est le rêve de tout sportif. C'est le rêve de tout footballeur de gagner des gros trophées, des grands trophées, surtout avec le Real Madrid. Mais est-ce que c'était prévisible pour lui, tous ces titres-là, Jean-Philippe? On dira non, très clairement. C'est vrai que c'était un crack du côté de la France. Il a signé au Real Madrid le 30 août
2021, le dernier jour du Mercato. Il faut dire que du côté de Madrid, on attendait tous, je dis bien on attendait, bon. Voilà, on attendait tous l'arrivée de Kylian Mbappé et le Real a surpris tout le monde en annonçant la signature de Camavinga qui était bien évidemment également sur les tablettes du Paris Saint-Germain. Bon, on s'est dit, bon, qu'est-ce que le Real va faire avec ce jeune? Il vient d'arriver, il va apprendre. Est-ce qu'il va passer par la Castilla puisqu'il avait 18 ans? Est-ce qu'on ne va pas le prêter à un autre club pour qu'il puisse s'aguerrir? Et ses débuts ont été difficiles, il faut le dire clairement, parce qu'il n'avait pas la maîtrise de ses gestes. Il prenait à chaque fois des cartons et c'était le premier choix quand Ancelotti devait faire des changements. Et arrivé un moment, je pense que même au niveau de la direction du Real Madrid, ils ont commencé à analyser les choix d'Ancelotti et ils ont un peu appelé Ancelotti parce que ça joue un peu sur le moral du garçon pour lui dire, ben écoute, essaie de voir comment tu vas mieux gérer l'enfant parce que quand il sort comme ça à chaque fois, c'est pas du tout beau à voir, mais comme Ancelotti, c'est un magnifique entraîneur en termes de développement des athlètes, il a poursuivi. Ouais. Et aujourd'hui, on a vu ce que ce garçon est devenu. C'est un incontournable du Real Madrid. Quand on regarde la liste des trophées qu'il a remportés, c'est hallucinant. Une Liga, une Coupe du Monde des clubs, une UEFA Champions League, une Copa del Rey récemment et 2 Supercoupes. La Supercoupe d'Europe, la Supercoupe d'Espagne. Et là, il est parti pour battre des records. Franchement, à seulement 20 ans. Oui, on parle de Camavinga qui a réalisé une magnifique performance, mais on sait qu'aujourd'hui, le record absolu pour un joueur français, il est détenu par Karim Benzema qui a remporté 33 trophées. Camavinga, bon, je pense que si on regarde un peu dans son historique, il a peut-être 6 ou peut-être 7. Et à 20 ans, s'il doit rester pendant, je dirais, 10 ans du côté du Real de Madrid, ben, c'est un record qu'il pourrait battre. Et il ne fait que épater au fil des rencontres. Et je pense qu'on est en train de voir éclore un véritable phénomène. Yago, c'est votre opinion aussi? Mais oui, c'est vrai, c'est quelqu'un qui a de la qualité, c'est pas faux. C'est vrai que quand vous avez un jeune comme ça, qui est un des meilleurs élèves de l'école française et qui vient jouer à Madrid, oui, moi je dis que quelque part, il va pouvoir gagner des titres parce qu'il ne vient pas dans n'importe quel club, il vient dans un club qui est une institution, que le Real de Madrid, qui a l'habitude de ces trophées-là, qui est le meilleur club du monde. Il ne connaissait pas la pression, c'est vrai, il a commencé avec ce développement, comme l'a dit Auria, d'Ancelotti, à gagner du temps de jeu, à être régulier, à avoir de la constance, mais surtout à avoir confiance en football. Un footballeur, quand on n'est pas confiant dans votre football, quelle que soit la qualité de l'entraîneur qui vous met, vous êtes en difficulté. Mais ce Camavinga-là est un très bon joueur, a un pied gauche extraordinaire. Aujourd'hui, il excelle parce que, quand vous regardez, c'est quelqu'un qui travaille avec un entraîneur personnel. C'est qui est important pour le football d'aujourd'hui. Ils ont copié tout sur Cristiano Ronaldo. Parce qu'aujourd'hui, le football, ce n'est pas ce qu'on voit. C'est ce qu'on appelle l'invisible. C'est l'invisible qui fait le footballeur, ce qu'on ne voit pas. Et je pense que Camavinga a trouvé cet entraîneur-là personnel qu'il a développé aujourd'hui. Réellement, on n'a pas discuté. 6 trophées en 20 ans et 117 jours, pour moi, il est à féliciter. Très bien. Bon, nous marquons une petite pause pour la pub, mais dans quelques instants, on se retrouvera avec Henri Joël de l'autre côté du plateau pour Sportif du Dimanche. Ne bougez surtout pas, pub, et à tout de suite. Au Royaume d'Angleterre, le trône de la Premier League attise les convoitises. La frappe. Oh, quelle équipe magnifique! Quelle technique au-dessus de la moyenne! Et un but à 0. Ils ont la possession, ils arrivent à jouer dans les intervalles, ils s'amusent comme au manège c'est Disneyland du côté de l'ETS Stadium. Oui, comme si c'était à l'entraînement. Aucune bataille n'est gagnée d'avance. Chaque point est précieux. Les exploits des plus grands acteurs de cette palpitante saga du football se vivent sur la 3. Nous sommes donc de retour dans un tout autre décor de la grande team pour recevoir Henri Joël pour Sportif du Dimanche. Mais d'abord, le jingle. Nous recevons donc Henri Joël. Bonsoir Henri Joël. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Très très bien. Le week-end s'est bien passé? Oui, très bien. On a fait beaucoup de sport. Ça se voit. D'accord. Vous savez, comme chaque week-end, hein, les Ivoiriens se prêtent au jeu et tous les Ivoiriens, la quasi-totalité, hein, nous faisons tous du sport. Et Henri Joël profite de sa caméra et il se faufile dans quelques endroits sportifs pour nous donner quelques éléments de réponse par rapport aux activités sportives que vous pratiquez. Regardons cet élément vidéo et après on en parle, Henri Jo. Bien sûr. D'accord, on regarde.
Le sport ne s'arrête jamais comme sur la 3. Les Ivoiriens aussi n'arrêtent jamais de faire le sport. Aujourd'hui, le sportif du dimanche nous a conduit au stade Robert Champrou de Makori pour rencontrer le Maracana Club du Champrou. Alors, on va poser la question à monsieur Guidi qui reçoit quand même ses amis de juin. Alors, bonjour monsieur. Et, comment vous êtes organisé au sein du Champrou Maracana Club? Merci monsieur. C'est un honneur pour nous de recevoir les natifs de juin. Le Maracana Club de Champrou existe depuis près de 10 ans que nous assistons et nous essayons de maintenir la santé. Comment nous sommes organisés? Je suis le président, nous avons un vice-président, il y a un bureau qui est mis en place, il y a des cotisations que nous faisons mensuellement, 1000 francs par adhérent. Donc chaque samedi matin de 7h jusqu'à 10h, nous venons maintenir la forme à travers le sport. Le responsable, monsieur Chevignon Nguessan, avec qui nous allons échanger. Alors bonjour. Bonjour monsieur. Depuis quand existe votre groupe et comment vous êtes aussi organisé en ce qui concerne le sport les week-ends? Ok, je dirais que c'est pratiquement la même organisation. Nous, c'est l'équipe constituée des natifs de juin, en l'occurrence Chic Jeunesse. Et dans l'activité, le volet sportif, nous avons une équipe à laquelle chaque samedi on rencontre d'autres équipes, partager un moment de convivialité avec nos camarades. On a trop bavardé, place au sport. C'est le bien-être de tout le monde. Voilà, donc là, ça va quoi. Pour vraiment avoir la santé et puis voilà. Après aussi, dans un deuxième temps, c'est pour s'amuser, c'est gagner avec les amis. Voilà. On peut venir, mais ne pas sur le ballon sur le côté. Toi, il faut faire ton repli. Ne reste pas ici, sinon on va prendre le... Voilà, c'est la fin de notre sportif du dimanche. On a pris beaucoup de plaisir à être les amis de Makori. On se retrouve pour d'autres séances du sportif du dimanche. Et voilà, dans la joie. Henri Jo, donc... J'ai joué 2 minutes, ça il faut que je vous dise en même temps. Voilà, pour ne pas que vous me posiez la question. Juste 2 minutes, j'étais essoufflé et puis je suis sorti. Mais Henri Jo, je ne vous ai même pas posé la question. Non, ça allait venir, je sais que ça allait venir. C'est clair, d'accord. Donc, très chers téléspectateurs, Henri Jo a joué que 2 minutes et il était très essoufflé. Ouais. Donc, vous étiez à la rencontre du Champrou de Maracana Club. Hein. Comment vous avez déniché ce groupe? Alors, déjà, nous avons lancé l'information via les réseaux sociaux en ce qui concerne tous ceux qui pratiquent le sport les week-ends et surtout les dimanches pour garder la forme. Donc, c'est à cette occasion que certaines personnes dans différentes communes nous appellent, souvent nous contactent pour venir faire le sport avec elles. Donc, voilà, on se rend et puis... Et qu'est-ce qui fait leur particularité? Alors, c'est un groupe de vétérans déjà. Oui, il y a des vétérans, mais aussi il y a des jeunes, parce que c'est la particularité. Si vous vous souvenez au niveau du basket, nous avons rencontré que des vétérans. Sauf que dans ce groupe, au niveau du Maracana, il y a des vétérans, mais aussi il y a des jeunes. Il y a même des petits qui sont dans des centres de formation qui viennent aussi souvent aider ces vétérans-là à pratiquer le sport. Et ils étaient en face, il y avait une équipe adverse. Bien sûr, une équipe qui est composée de natifs de juin. D'accord. Voilà, ils ont été invités pour participer, non seulement pour faire le sport, mais après le sport, comme ça se passe un peu partout au niveau de ceux qui pratiquent le sport les week-ends, il y a ces partages-là qui existent après la pratique du sport où toutes les équipes ou peut-être les 2 équipes se retrouvent pour soit manger, soit boire, et puis voilà, ça continue. Bon, cette fois-ci, c'était les natifs de juin. Est-ce que prochainement, ce sera les natifs d'un autre mois? On attend d'avoir j'ai dirais, la confirmation. Sinon, déjà, nous avons pris rendez-vous avec un groupe exceptionnel. Ça sera pour la semaine prochaine. D'accord. En fait, c'est une surprise qu'on va vous faire la semaine prochaine. On ne va pas en dire plus en ce qui concerne on ne veut rien savoir pour l'instant. Voilà, ça sera exceptionnel, vous allez voir. Que ça reste une surprise. Voilà. Et concernant ce groupe, est-ce qu'il participe au championnat de la FIMADA? Non, il ne participe pas au championnat de la FIMADA. Il faut savoir que la FIMADA, c'est la fédération qui gère le Maracana, qui gère les championnats de Maracana en Côte d'Ivoire. Pour l'instant, ce groupe, ils se sont constitués juste
pour garder la forme physique. Il ne participe pas au championnat. Bon, on ne sait jamais. Peut-être l'envie venant, à force de participer, ils peuvent en jouer, avoir cette envie-là de s'inscrire au niveau de la FIMADA et de participer aux différentes compétitions de cette fédération. Mais pour l'instant, ils ne font que pratiquer le sport dans le cadre de garder une bonne santé. D'accord. Henri Jo, merci beaucoup. Merci à vous. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour Sportif Dimanche. Et surtout avec une très belle surprise. Oui. On a hâte, hein? Oui. C'est une belle surprise. Une très belle surprise, vous allez voir. Il n'y a pas de souci. Mais je vais faire peut-être plus, je vais faire 3 minutes. Cette fois-ci, j'ai fait 2. La semaine prochaine, ça sera 3 minutes. On croise les doigts. Un peu, on va arriver à 5 minutes, 10 minutes et avec Henri Jo. Voilà. Merci beaucoup, Henri Jo. Bon, voilà, c'était tout pour Sportif du Dimanche. Une petite pause et on se retrouve de l'autre côté du plateau principal de la Grande Team. Voilà, de retour sur le plateau principal de la Grande Team avec Beugriago. Marie-Christine. Clément, vous n'allez pas faire pareil. Oh Guillaume Luce. Effectivement. Et JP. Jean-Philippe, je veux entendre un peu votre voix. Oh, quel doux sourire. Voilà. Le doux sourire de Jean-Philippe pour annoncer la rubrique Saga des pros. Bon, nos internationaux nous font énormément plaisir pour l'instant. Hein. Messieurs, d'abord, on va commencer avec Seko Fofana. Que retenez-vous de cette prestation, Jean-Philippe? Seko Fofana, il reste constant, il reste égal à lui-même. C'est vrai, c'est un milieu de terrain box-to-box, donc il a cette capacité de projection pour se retrouver aux abords de la surface adverse. On a vu que dans cette rencontre face à l'Olympique de Marseille, il a été celui-là même qui non seulement a dynamité, je dirais, la division offensive de son équipe, mais qui, au moment des temps forts marseillais, arrivait à calmer ses coéquipiers en leur demandant d'essayer de casser le rythme, de jouer en fonction de leur tempo, ainsi de suite. Donc, on a eu un Seko taille patron. Et je pense qu'à l'issue de cette rencontre, il a encore plus confirmé ce que l'on pense de lui, au vu déjà de tous les articles qui sont sortis et toutes les convoitises dont il fait l'objet. C'est sûr que l'année prochaine, il aura de très grosses écuries derrière lui. Donc, Seko, je pense qu'il est arrivé à Lens, il est arrivé en patron, il continue d'exercer en patron et c'est le véritable patron de cette équipe. D'accord. Guillaume Luce, comme le dit justement Jean-Philippe, Seko Fofana qui a montré toute la plénitude de son talent sur ce match. Pour moi, ce n'est pas une surprise. Il a l'habitude de le faire avec Lens. Il s'est érigé en patron à Lens depuis le début de la saison. Il est resté égal à lui-même. Ce qui est plus impressionnant avec lui, c'est sa qualité, c'est son leadership. Et puis la manière dont il arrive à influencer l'ensemble de l'effectif, c'est remarquable. Aujourd'hui, en l'absence de Seko Fofana, c'est une équipe de Lens qui se cherche. Et là, aujourd'hui, bonne nouvelle. Et on espère qu'il va rester sur cette lancée parce que derrière, il y a une équipe qui rêve de la Ligue des Champions. Et il le fait très bien avec l'équipe de Lens. Et pourquoi pas espérer jouer la Ligue des Champions la saison prochaine avec cette équipe de Lens et puis garder sa performance pour la Coupe d'Afrique des Nations à venir. Justement, en parlant de la Coupe d'Afrique des Nations, Beugriago, est-ce qu'on va dire que Seko Fofana sera indispensable pour l'équipe ivoirienne? Marie-Christine, vraiment indispensable par son impact, par sa qualité, par son volume de jeu. Aujourd'hui, on cherche en Afrique, on cherche en France, on cherche en Europe. Un joueur de sa qualité dans le boss-to-boss. C'est quelqu'un capable de dynamiter, comme l'a dit Auria, mais qui veut de mettre de l'intensité, de la vitesse, mais surtout qui a un coup de pied extraordinaire. Là, après son but qu'il marque, c'est un but extraordinaire, c'est un but de confiance, c'est un but qui tire tout un groupe. On sait que quand Seko va mal, Lens va mal. Quand il va bien, Lens respire. Et ce week-end, on a bien Lens de grand niveau. Pour moi, le plus mal vivant Fouet est déjà pour lui. Après ce match-là, je pense qu'il va continuer sur sa lancée. Et c'est un joueur qui est important pour le schéma, pour la qualité, pour son impact, pour son intensité, pour le football et pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc finalement, il pourrait être un leader pour l'équipe nationale ivoirienne. Clément? Ouais, je pense que s'il apporte ce qu'il apporte au Racing Club de Lens à l'équipe nationale, je pense qu'il sera l'un des leaders parce que dans une sélection, on peut avoir plusieurs leaders. À lui d'aller chercher cette place-là parce qu'on voit un garçon qui a énormément confiance. Quand tu vois son but là,
il met d'abord la même frappe qui va toucher le montant et puis il va retenter encore. Ça veut dire que c'est un garçon qui est pleinement en confiance. Et puis, Seko Fofana, cette année, depuis 2 ans, on va dire, il aime les grandes soirées, il aime les matchs du gala. Quand il y a grand match comme ça, il y a grand Seko Fofana. Il est capable d'aller face à l'Olympique de Marseille, par exemple, il a récupéré 5 ballons, il a touché 5 ballons dans la surface Alves. Ça veut dire que, comme l'a dit JP, c'est un garçon qui se projette énormément, un bon boss-to-boss, l'un des meilleurs actuellement depuis 2 ans, il progresse énormément. Après, je pense qu'il a son histoire écrite en sélection parce qu'il n'a encore rien écrit en sélection. Et même si la sélection t'appelle, même si c'est un match de quartier, c'est qu'il a le droit de venir parce qu'il doit écrire son histoire, il doit marquer sa sélection nationale. Donc, quand on t'appelle comme ça, même si c'est un match amical, à lui de venir parce que il nous a laissé sur notre fin depuis 2018. On n'a pas connu un grand Seko en sélection. Et actuellement, il a beaucoup de qualités. On parle d'un garçon qui serait indispensable. Oui, on a besoin de lui parce que dans son registre, il va t'apporter beaucoup de choses. Il va t'apporter énormément dans une canne à domicile parce que lui, il est capable de faire ce lien entre la défense et puis l'attaque. Il récupère beaucoup de ballons. Il est en bonne santé surtout. On va souhaiter aux éléphants d'avoir Seko. Après Seko, il doit se mettre à la disposition de sa sélection. D'accord. Begri, il y a un ajout? Oui, parce que je pense qu'on parle de taille patron, on parle de leadership. Non, ça ne se donne pas, ça se demande. Et lui, il le demande chaque week-end, même quand il vient à l'équipe nationale. C'est ce qui est important pour un leader. Ce n'est pas de dire je suis un leader, mais c'est de montrer. Et lui, il le demande, pour moi, c'est vraiment important pour la sélection de Côte d'Ivoire. On a aussi Sébastien Haller qui monte en puissance depuis son retour à la compétition, Jean-Philippe. Oui, Sébastien Haller, 5 buts. Oui. Voilà, depuis son retour de maladie, c'est qu'un seul point qui les sépare. Et donc, déjà, ça galvanise ses coéquipiers et ça fait que, vu qu'il n'avait pas commencé la saison avec eux, quand ils étaient dans des décompositions offensives, souvent ils pouvaient l'oublier. Mais là, il commence à beaucoup jouer avec lui, il commence à beaucoup compter sur lui. On voit que pratiquement toutes les phases offensives passent par lui et c'est déjà une excellente chose. Et je pense qu'un tel homme qui... rapidement après son opération, ses premières opérations, est reparti à l'entraînement. Ce n'est pas quelqu'un qui peut se laisser abattre moralement par, je dirais, une telle saison où il ne marquera pas autant de buts que l'on attendait de lui. Je suis sûr que déjà pour lui, ce qu'il a en train d'égaliser, c'est positif dans son esprit et que l'année prochaine, on retrouvera le très grand Sébastien Haller. Mais je suis content déjà de le revoir jouer, de réaliser ses performances et d'avoir atteint ce nombre de buts que même si c'était des joueurs qui sont présents depuis longtemps. Ce qu'on sait de Sébastien Haller, ce n'est pas le joueur capable de retourner et à même de se retourner en défense et puis apporter offensivement. C'est le joueur qui sait se positionner lorsqu'il est en phase offensive. Il sait également distribuer des balles. Et à l'Ajax, c'était le même profil. On avait des joueurs qui étaient capables de lui donner des ballons. Il avait Anthony qui faisait le travail sur le côté. Et puis Haller se positionnait très bien dans la surface de réparation. Il suffisait seulement de placer le ballon. Je pense qu'avec Dortmund a compris le style de jeu de Sébastien Haller. Ils ont corrigé un peu l'imperfection de West Ham. Et là, ce qu'on a, c'est un Sébastien Haller qui s'est retrouvé, qui s'entend très bien avec ses équipiers. Et voilà le résultat. Il faut lui permettre de se positionner dans sa zone, ne pas trop l'épuiser, et puis on a de bons résultats avec lui de la sorte. L'autre bonne nouvelle, on a aussi Mas Gradel qui a inscrit un but, même si son club malheureusement a perdu 4-1. Oui, Sébastien a perdu, mais c'est vrai, Mas reste inéluctable. Mas Gradel, il a encore marqué, c'est un Renat de surface. Comme je dis souvent, il n'a jamais déçu en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il est toujours d'actualité, il se bat, on revoit ce but-là. Je pense qu'il a toujours le compas dans l'œil, il est toujours très adroit. Clément ? Je pense qu'on a une autre version de Mas Gradel qui, avec l'âge, est devenu plus intelligent, est beaucoup plus présent dans la surface de réparation parce qu'il était beaucoup plus sortant. Mais il a compris qu'avec là, il ne peut plus faire cette différence-là, aller vite parce qu'il est rattrapé par le poids de l'âge. Après, c'est un garçon qui est intelligent, donc il va varier son jeu. On le voit là, c'est un but d'attaquant, pur attaquant. On sait qu'à la base, ce n'est pas un pur attaquant, c'est un sortant. Mais grâce à son intelligence, grâce à sa capacité à s'adapter, il arrive à réaliser quelques saisons. C'est un Mas Alain Gradel plus finisseur que dribbleur. Il a marqué 7 buts maintenant, donc c'est un garçon qui répond à ses standards chaque année, qui est toujours présent, comme l'a dit Begré. On sait qu'il y a la CAN qui est là. Quand la CAN, tu sais que tu as une CAN à domicile, tout le monde veut prouver, tout le monde veut être en forme pour pouvoir disputer cette compétition-là. Donc c'est ce qu'il est en train de faire. S'il répond sur le terrain, il n'y a pas de quoi le faire à ne pas l'appeler pour cette compétition-là, parce que lui, il est en train de remplir sa première mission, c'est-à-dire à aligner les performances. C'est ce que va demander d'abord le sélectionneur, ceux qui sont performants, ceux qui sont en forme. Donc il remplit son taf pour l'instant. Après le reste, la décision revient au sélectionneur qui a fait ses choix pour cette compétition à domicile. Jean-Philippe, votre avis sur les récentes performances de Mas Gradel ?
Mais le championnat turc, je le constate, a repris après le terrible séisme qui a touché la région. Max a marqué. Il était déjà sur une très bonne lancée avant l'interruption de ce championnat. C'est vrai, sa formation n'est pas en de très bonne posture au niveau de ce championnat-là, mais lui, il continue parce qu'il a dit son objectif, c'est de pouvoir être présent ici en janvier prochain pour la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, il est en train de peaufiner, je dirais, son jeu, son physique pour être prêt. C'est vrai qu'il reste pratiquement 6 mois. Il y a encore le début de la saison prochaine à venir. Et donc, bon, j'espère qu'arrivé à cette compétition-là, toutes les mutations seront terminées et on pourra retrouver Maxi, les sélectionnés. Parce que ça aussi, il faut le dire, c'est un autre point. Quand on voit derrière, il y a beaucoup de jeunes qui viennent en puissance. Et pour les anciens, je pense qu'on doit beaucoup se poser des questions. Voilà. Mais c'est vrai, on a pu voir Max marquer. Je pense que sur les 3 buteurs qu'on a eu, il y a un attaquant de pointe, Max qui est lié et puis un milieu de terrain. Bon, j'aurais aimé voir d'autres visages comme Christian Kwame, qui certes n'a pas pu jouer énormément de temps de jeu puisqu'il était du côté de Naples qui célébrait sa victoire. Zaha n'a pas marqué. Nicolas Pepe, bon, il revient de blessure. Bon, je pense qu'on n'a pas encore retrouvé la plénitude des talents de nos attaquants. J'espère pour eux qu'ils soient prêts au moment de l'entame de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, on aurait aimé vous les voir beaucoup plus performants, mais on en fait les saisons. On va tirer le bilan des performances de tout un chacun. En parlant de blessures aussi, est-ce qu'on a des nouvelles de Jérémy Boga sorti de blessure face à Juventus de Turin? Ouais, tout à fait. On parle d'une entorse à la cheville qui pourrait l'éloigner des 4 derniers matchs avec Atlanta. Dommage pour le garçon qui a un gros potentiel, ailier moderne, capable de jouer en 10 également, mais qui est freiné. Ça a fait la 2e blessure maintenant en quelques temps seulement. Donc je pense que voilà, ça gêne énormément. 2 buts pour lui seulement et puis 23 matchs, 5 passes décisives. Je pense que s'il n'est pas blessé, s'il n'est pas touché régulièrement, c'est un garçon qui peut s'exprimer. Il est jeune et quand tu es blessé comme ça peut freiner ta progression. On va souhaiter à Boga de revenir en force, de revenir dans les meilleures conditions parce qu'il a la qualité, il a beaucoup de potentiel pour pouvoir apporter à n'importe qui, que ce soit à la sélection ou encore en club avec Atlanta. Giorgi Jérémy Boga, un mot? Oui, c'est un excellent joueur, mais qui malheureusement n'a pas encore convaincu au niveau de la sélection. Il n'a pas eu cette place on va dire de titulaire indiscutable. Yago ne pense pas pareil. Je vais vous passer la balle. Ça reste mon avis. On connaît une très belle qualité de jeu, mais il n'a pas encore eu cette place de titulaire indiscutable au niveau de la sélection nationale. Il reste à travailler, mais ces blessures à répétition, je rappelle que la plus longue blessure date de la saison 2018-2019 et jusqu'à présent, c'est une saison, on va dire, un parcours émaillé de blessures qui parfois le ralentit, l'empêche d'impacter. Je pense qu'il gagnera à vite revenir pour qu'on l'ait en sélection et puis qu'il essaie de travailler encore plus et puis avoir cette place de leader. D'accord. Yago, vous qui prenez le contre-pied. Non, pas forcément, mais je dis que l'ennemi du sportif, c'est la blessure. Et tant que vous êtes blessé, vous n'arrivez pas à développer ce talent. Et pour Boga, on attend depuis longtemps qu'il est à ce niveau-là, mais où il n'arrive pas. Pour moi, c'est vraiment dommage. Les qualités sont là, mais en football, il faut travailler. On a l'impression qu'il ne travaille pas dur, qu'il ne travaille pas sérieusement, qu'il n'a pas cette hygiène de vie, tout en très blessé. Ce n'est pas normal pour un joueur, mais je pense qu'au niveau qualité technique, au niveau intelligence de jeu, c'est un vrai soliste. Marie-Christine, je pense qu'aujourd'hui, il doit se développer rapidement. Il a mis trop de temps à se développer. Pour moi, ce n'est pas normal. Il doit prendre des décisions. Il doit travailler, ce que j'appelle l'invisible du football. Travailler avec un préparateur physique. Et s'il fait cela, on va avoir le meilleur du Boga. On veut le voir pour la CAN, mais il doit se battre parce que les places seront chères. Non, ce que je dis concernant Jérémy Boga, c'est que ces dernières blessures, quand même, ne sont pas des blessures de fatigue, ne sont pas des blessures musculaires. Là, j'ai suivi la rencontre face à Juventus de Turin. Il a subi un tacle par derrière d'Adrien Rabiot. C'était un très vilain geste. Et donc, je parlerai plus de malchance que de problèmes peut-être liés à son hygiène de vie. Parce que il faut dire que c'est un garçon qui a un jeu qui l'expose énormément. Il porte le ballon, il est beaucoup provocateur. Voilà, et très souvent, la majeure partie de ces blessures viennent parce qu'en Italie, quand même, ils sont assez perfides. Hein. Eux, ils ne vont pas, c'est pas comme en Espagne, ils vont fixer de face, ils vont essayer de vous arrêter, vous donner peut-être un coup de coude. En Italie, ils vous laissent passer, et puis bon, c'est un tac par derrière. Là-bas, les arbitres ont toujours un problème avec les cartons rouges. Ce serait un carton jaune, mais vous partez avec une blessure. Peut-être qu'il devra essayer, parce que c'est un garçon qui a été formé à Marseille, qui est passé par Chelsea, qui est passé un tout petit peu du côté de l'Espagne où il a brillé avant de se retrouver en Italie. Peut-être qu'il devrait essayer de sortir de l'Italie pour aller dans un championnat qui lui sied énormément, parce que c'est un gros technicien. Pourquoi pas du côté de l'Espagne? Je pense que là-bas, avec l'intelligence des adversaires, des coéquipiers et autres, il pourrait s'en sortir, parce qu'en Italie, ça commence à être difficile. Effectivement, c'était tout pour Saga des Pros. Si vous nous prenez en marche, on vous permet à présent de voir les news avec LGT News.
LGT News. Volleyball, 24e titre pour l'ASEC Mimosa. L'ASEC Mimosa est championne de Côte d'Ivoire de volleyball. Un 24e titre remporté samedi dernier au Palais des Sports de Trècheville à l'issue de la finale qui a opposé le club jaune et noir à la formation de Descartes. Score final 3-7-1. Cette victoire des Fleurs Mimosa permet à l'ASEC de reconquérir son titre perdu l'an dernier face à cette même équipe de Descartes. On comprend aisément la joie qui animait les Mimos au terme de ce match âprement disputé. LGT News. FESPOL, les sports olympiques se dévoilent aux populations de Dimbokro. Le stade Koné Samba Ambroise et le centre de l'Union des jeunes de la ville de Dimbokro ont accueilli les 6 et 7 mai dernier la première édition du Festival des sports olympiques dénommé FESPOL 2023. Un événement organisé par le CNOCIV. Plus de 200 athlètes issus de 16 fédérations olympiques, à savoir le taekwondo, l'athlétisme, le basketball, la boxe, le badminton, le cyclisme, le judo, la gymnastique, la lutte, le tir à l'arc, pour ne citer que celles-là, ont pris part à cet événement à travers des démonstrations et des jeux. Le ministre des Sports, Paulin Claude Danhaut, le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly, de même que les autorités administratives de la dite localité, ont donné un cachet spécial à ce FESPOL qui a pour objectif de vulgariser les sports olympiques auprès des populations jeunes. À noter qu'au nom du CNOCIV, un don a été fait à un orphelinat de Dimbokro pour clore ce premier FESPOL. Je voudrais donc vous demander de vous inspirer de l'homme que vous avez choisi comme parrain, le ministre Adama Coulibaly, ministre de l'Économie et des Finances, qui conduit avec excellence, avec abnégation, l'économie de notre pays, qui est aujourd'hui une économie rayonnante et performante. Soyez donc, vous aussi, performants, comme votre parrain. C'est donc sur cette note d'espoir et d'encouragement que je voudrais déclarer, lancer le premier festival des sports olympiques pour que vive l'olympisme, vive le sport, pour que vive une Côte d'Ivoire solidaire et prospère. Je vous remercie. LGT News. Judo. Le lycée jeune fille de Yopougon aura sa salle d'entraînement. Le président de la Fédération ivoirienne de judo, Daboné Seydou, a procédé à la pose de la première pierre de la salle d'entraînement du lycée jeune fille de Yopougon. C'était vendredi dernier en présence du ministère de l'Éducation nationale, des chefs d'établissements féminins de Côte d'Ivoire. Ce pôle de développement d'Abidjan Nord est la preuve que le patron de cette discipline accorde une grande importance au judo féminin. La prochaine salle d'entraînement du lycée jeune fille de Yopougon comprendra des vestiaires, des bureaux et un espace de vie. Il sera bâti sur plus de 300 mètres carrés. Nous allons progressivement installer des pôles de développement du judo de ce genre afin d'inciter toutes les jeunes filles à la pratique de cette discipline, a commenté le président Daboné. LGT News. Tennis, un tournoi caritatif organisé pour le bonheur des tout-petits. La Fondation Balifet a lancé samedi 6 mai à Abidjan un tournoi international de tennis dans l'optique de contribuer à l'épanouissement des enfants orphelins. Une cinquantaine de jeunes filles et garçons issus de l'orphelinat d'Azuriti de Bassam bénéficieront de la construction d'un établissement, lequel comportera des dortoirs et des installations sportives ultra modernes grâce aux fonds qui seront récoltés à l'issue du tournoi. Cette compétition internationale de tennis pour amateurs et professionnels débutée le samedi 6 mai connaîtra son apothéose le 21 mai prochain. Soulignons que la vingtaine de participants à ce tournoi sont venus du Sénégal, du Burkina, du Mali, du Liban et de la Côte d'Ivoire. L'objectif principal de notre fondation, c'est entraîner les orphelins à pratiquer une activité sportive et ceux qui sont intéressés par le tennis ou par un autre sport d'hiver, les accompagner avec des partenaires. On veut construire l'orphelinat pour avoir un espace sportif parce que où ils sont en ce moment est très restreint, ils n'ont pas d'espace pour s'épanouir. Voilà. Donc là, ils pourront pratiquer tout sport, s'adonner au tennis, et au foot et à d'autres sports. Voilà. Donc c'est ça notre objectif.
LGT News. Football à présent. Manchester United. Eric Bailly placé sur la liste des joueurs transférables. Non conservé par l'OM à l'issue de cette saison, Eric Bailly devrait normalement revenir à Manchester United pour tenter de se refaire une santé. Mais voilà que les nouvelles ne sont pas forcément bonnes pour l'international ivoirien. Selon la presse anglaise, le nom de Bailly figure sur la liste des joueurs à transférer. Manchester United attendrait avec beaucoup d'impatience une offre pour le défenseur ivoirien. Quelle sera la prochaine destination d'Eric Bailly? Mystère et boule de gomme. LGT News. Bayern Munich. Bounassar a rejoué. Longtemps absent des terrains pour cause de blessure, Bounassar est enfin opérationnel. L'international sénégalais a foulé la pelouse le week-end dernier en participant à la victoire du Bayern Munich devant le Werder Bremen 2-1. Il a donc fallu attendre la 31e journée du championnat allemand. Le téléphone est désormais ouvert et oui, vous pouvez donc nous appeler au 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99 et aussi sur la page Facebook pour répondre justement à ce message. Quel message avez-vous pour le président Yacine Idriss Diallo après un an à la FIF? Et bien évidemment, c'est le sujet de l'actu de ce soir. Le président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo, a animé ce jour une conférence de presse pour faire le bilan de sa gestion de la maison de verre de Treichville. Un an après son élection, nos reporters y étaient. Ils font le point dans cette vidéo. Yacine Idriss Diallo a dressé ce jour devant la presse le bilan de sa gestion de la Fédération ivoirienne de football, un an après son élection à la présidence de l'institution. C'est un dirigeant particulièrement décontracté qui s'est présenté devant l'assistance où l'on notait la présence de nombreuses personnalités du monde du football, dont le président du COCAN, François-Albert Amicha, l'ancien président de la FIF, Jacques Anoma, les membres du comité exécutif de la FIF, les responsables des sociétés partenaires, des présidents des clubs et des anciens internationaux ivoiriens. Après avoir précisé qu'il est difficile de faire un bilan après seulement un an d'exercice, Yacine Idriss Diallo a préféré parler d'état des lieux. Sa présentation s'est axée sur 11 points, symboles d'une équipe de football. Ont été ainsi passés en revue la modification des statuts, le fonctionnement de l'institution, la bonne gouvernance, la réorganisation de la direction technique nationale, les relations internationales, le lancement de toutes les compétitions, l'arbitrage, les éléphants, les partenariats et l'élargissement du pool de sponsors et les perspectives. S'exprimant avec un brin d'émotion, le président de la FIF a reprécisé sa mission et son objectif. Dans ma modeste mission au niveau de la fédération, c'est que les clubs qui m'ont élu, je puisse leur redonner ce qu'ils ont placé en moi en tant que confiance. Donc, je vais et je continuerai d'ouvrir mes bras à tous les frères de la famille du football parce que la porte n'est pas fermée, n'a jamais été fermée. Ils seront et ils sont tous les bienvenus. Mais cela ne va pas m'empêcher de rester concentré sur mes objectifs, qui sont les objectifs de faire évoluer le football ivoirien de la meilleure des façons possibles et sur la meilleure des voies possibles. Donc, je vais essayer de rester concentré pour que le mandat qui m'a été confié de 4 ans soit un mandat qui permette à la Fédération ivoirienne de football et au football ivoirien de réaliser des choses importantes, de sorte que l'héritage que je vais laisser à l'issue de mon mandat soit un héritage potentiellement intéressant et important. Concernant la CAN 2023, il a montré sa détermination à offrir à la Côte d'Ivoire une équipe compétitive capable de remporter le trophée. On ne gardera personne qui ne soit pas dans un esprit conquérant, capable de s'intégrer à un groupe discipliné, rigoureux, travailleur. On va prendre les 25 meilleurs joueurs du moment. Et comme je leur ai dit, c'est 25 élus. Ils sont élus parce que sur 30 millions d'habitants,
ils sont 25 qui vont porter l'espoir de ce pays. Donc, ce sera sans fioriture, sans fausse, je dirais, on ne laissera rien au hasard. On va avoir une équipe solide pour aller chercher la Coupe d'Afrique. Maintenant, est-ce que nous allons l'obtenir? Ça, Dieu seul le sait. Si je m'assois devant vous ici pour dire je m'en vais gagner la Coupe d'Afrique, c'est être prétentieux. On ne va pas éduquer dans la prétention. On va éduquer dans l'humilité. Par contre, ce que je peux promettre au peuple de Côte d'Ivoire, c'est que l'équipe sera prête. C'est que l'équipe sera déterminée. C'est que l'équipe va lui faire honneur. Et que l'équipe va avoir pour objectif de garder cette coupe en Côte d'Ivoire. Les échanges avec la presse ont permis au président Yacine Idriss Diallo de se prononcer sur certaines questions relatives à l'arbitrage, au financement des groupements d'intérêt, à la redynamisation des ligues régionales et à l'organisation des compétitions locales. Messieurs, que pensez-vous de l'initiative de cette conférence de presse? Begriago. Je pense que c'est une belle initiative pour expliquer au peuple, à tous ceux qui ont confié la direction du football ivoirien. Mais moi, j'ai retenu cinq mots majeurs. Il parle de la reconquête, parce qu'il fallait la reconquête. Pendant 2 ans, il n'y a pas eu de football en Côte d'Ivoire avec ce problème de la normalisation. Donc, on parle de reconquête. Après, il y a le règlement de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, on peut aller partout. La CAF et la FIFA sont aujourd'hui des partenaires privilégiés de la fédération. Après, il faut parler du développement. Ce développement-là, ce n'est pas les infrastructures. Et après, il faut parler des performances. Quand on parle des performances, c'est de gagner la CAN, c'est le sportif. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est un président qui a été pour moi conquérant, qui a été passionné, c'est quelqu'un qui est à l'aise, qui est un combatif. Et c'est ce qu'il veut transmettre à cette équipe-là. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, 1 an, c'est peu. Mais en 1 an, on peut faire beaucoup de choses aussi. J'espère que le président va suivre son programme d'élection. Et j'espère que la Côte d'Ivoire, où on nous attend, c'est cette CAN-là d'abord. Premier objectif primordial pour le président de la fédération, c'est aller gagner cette CAN-là. Et pour moi, il a les hommes, il a les moyens, il a l'équipe. Et il faut, en l'unisson, dans la solidarité et la fraternité, on pourra aller soulever ce trophée continental. Et quelle impression globale vous a laissé la première année de mandat du président Idriss Diallo? Jean-Philippe. Je dirais que c'est une impression de mi-figue, mi-raisin, si je peux me permettre cette expression. D'autant plus que c'est vrai, dans la première partie, quand il est arrivé à la tête de la fédération, il avait hérité de circonstances qui n'étaient pas forcément liées à sa gestion. Et donc, il y a eu un enchaînement de mauvais résultats en termes de qualification de nos équipes nationales, surtout des jeunes aux compétitions jeunes. Il y a certains éléments également qui sont inhérents quand même à sa prise de fonction, notamment au niveau du choix de l'entraîneur des espoirs. Lorsqu'ils ont confié cette équipe à Feyemers, qui n'a pas réussi à la qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations des U23 au Maroc, et qui peut-être allait nous permettre d'enchaîner avec une autre participation aux Jeux Olympiques. Voilà, il y a certains éléments comme ça qui à mon sens, sont un tout petit peu, je dirais, liés à sa gestion. Il y a aussi d'autres bruits, mais ça, je n'ai pas pu vérifier cela, notamment concernant les récompenses de l'équipe championne de Côte d'Ivoire de football féminin. J'espère que c'était réglé. Et au niveau de l'organisation même du football des jeunes, c'est vrai qu'ils ont fait venir Batelli, qui est le directeur technique national. Donc, pour l'instant, je dis même pour l'instant, on ne voit pas véritablement l'impact sur l'organisation du football jeune ici en Côte d'Ivoire, sur la mise en place d'une état politique et développement du football ivoirien. Maintenant, il a parlé d'héritage, sûrement qu'on va en venir avec les autres questions. Oui. Mais je dirais que la première impression que j'ai, c'est celle, comme il a dit, d'un état des lieux qui était dressé, parce qu'on sait très bien que le bilan, il va le faire en assemblée générale ordinaire, généralement prévu le 30 juin de l'année N+1, c'est-à-dire 30 juin 2023. Là, il aura en face de lui ceux qui l'ont élu et ils vont lui poser toutes les questions en matière de gestion financière, en matière de vision, en matière de projet. Là, c'est un état des lieux global. Il a dressé l'état des lieux en fonction de ce qu'il a reçu et de ce qu'il essaie de faire. Il essaie de relancer toutes les compétitions, c'est une excellente chose. Mais comme lui-même il le dit, il le reconnaît, il y a encore énormément à faire. D'accord. On a M. Kwasi Odilon qui nous appelle d'Abobo Mdotré. M. Kwasi, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez? Ça va très bien. D'accord. Ravi de vous entendre. On vous écoute sur la question LGT. Quel message? Moi, si je crois ce monsieur, félicitations, je vais lui donner. D'accord. Parce que, sérieux, tout ce que la Côte d'Ivoire avait besoin pour mettre en place, pour améliorer, comment on appelle, le football, le monsieur, il a mis tout en place. Maintenant, le reste, c'est Dieu. Sinon, il a mis tout en place. D'accord. OK. Maintenant, Degré Niawo, ce monsieur-là, il m'a marqué, je le salue. Bonsoir, monsieur.
vraiment, tu m'as marqué. C'est gentil, merci beaucoup. Ok. D'accord. Monsieur Kwasi, merci beaucoup. Ok. Et continuez de suivre la grande team. Ok, merci. Merci. Gurlus, quel point vous avez retenu de cette conférence de presse? Ce que j'ai pu remarquer, c'est plutôt la question des éléphants de Côte d'Ivoire. Parce qu'on sait que l'enjeu, c'est d'avoir remporté, dans la perspective de remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Mais le point qui m'a le plus impacté, c'est que il est allé sur la base du respect, la discipline, et qu'il n'y avait pas de place déjà acquise au niveau de cette sélection des éléphants de Côte d'Ivoire. Donc déjà, c'est ce qui rassure. Donc ce sont les méritants qui iront à cette Coupe d'Afrique des Nations-là. C'est le point le plus important. Donc il n'y a pas de privilège, il n'y a pas de joueurs avantagés. Il n'est pas question d'anciens joueurs, il n'est pas question d'ancienneté ou de chouchou. Voilà, donc c'est ce qui est déjà intéressant. Mais pour le moment, je dis, c'est un peu difficile de le juger sur cette première année. Okay. Je pense que cette première année lui a permis de poser des bases, voilà, pour pouvoir se projeter en ce qui concerne les années à venir. Donc pour le moment, le point le plus important, c'est qu'il n'y aura pas de privilégiés avant la Coupe d'Afrique. D'accord. Avant de prendre Clément, Jean-Philippe, un ajout rapide? Oui, un ajout rapide sur ce que Gurlus a dit pour l'équipe nationale. C'est vrai que le président a parlé d'éviter qu'il y ait des joueurs privilégiés. Ce sont 25 joueurs véritablement choisis selon un critère de sélection clair et connu de tous. C'était les joueurs les plus en forme du moment. Moi, je suis d'accord avec lui. Et j'espère que c'est ce qui se fera véritablement. Mais il ne faudrait pas que, quand on parle des meilleurs joueurs qui vont aller à une compétition, ils soient accompagnés par des personnes qui n'ont pas la qualification également d'y être. Parce qu'on sait très bien que ce qui a toujours posé un problème au niveau de l'équipe nationale, c'est l'environnement. C'est tout ce qui se passe autour de l'équipe nationale. Aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes graviter autour de cette équipe nationale dont on n'a même pas les fonctions officielles. À chaque fois qu'on n'était pas le président, c'est une question qu'il balaie, pas lui, mais l'ensemble des acteurs de la fédération balaie du revers de la main. Vous allez partir avec de très bons joueurs qui vont être dans de très bonnes conditions, mais il faudrait que chaque personne autour de la sélection soit une personne qualifiée, qu'une personne connaisse véritablement son travail, son rôle, sache pourquoi elle est là, pour permettre à cette équipe-là de pouvoir performer. Donc il faudrait que le président s'y regarde de ce côté-là. Ok. Voyons si c'est l'avis de M. Fofana Média qui nous appelle de Boaké. M. Fofana Média, bonsoir. M. Fofana Média. Vous allez bien, hein? Oui, je vais bien chez vous. Très bien. Voilà. La table vous salue aussi. Hein. La grande team vous salue. Bonsoir, M. Fofana. D'accord. On écoute votre message maintenant au président Yacine Idriss Diallo. Oui, il a permis son... Oui, M. Fofana? Allô? Oui. On attend votre message. Oui. Je l'ai écouté tout à l'heure. Ce qu'il me dit là, c'est vrai. Quand il dit qu'il veut avoir un bon... des joueurs compétents là, c'est ce que nous attendons de lui. Parce qu'il ne faut pas prendre les joueurs vraiment qui vont venir pour la mettre. Et puis après on va savoir et puis on va pleurer. Nous on ne veut pas ça. D'accord. Voilà. Donc vraiment, ce que moi j'attendais de lui, ce que j'attends de lui, il n'a qu'à trouver des bons joueurs. Des bons joueurs, même que ce soit des joueurs des locaux. Et que ça soit des gens et qu'ils jouent bien là, on n'a qu'à le sélectionner. D'accord. Il ne faudrait pas qu'on va compter sur les internationaux pour dire que forcément que c'est eux qu'on doit les mettre sur l'équipe nationale là, vraiment. Moi, ce n'est pas mon souhait en tout cas. D'accord. Voilà. Ok. Merci beaucoup, M. Fofana. Voilà. Bonne soirée à vous, bonne émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Clément, on vous écoute? Ouais, je pense qu'il arrive quand même, il essaie d'apporter sa pierre à l'édifice, il essaie de bouger les choses, on parle de revalorisation des sponsors, de tout ce qui est masse salariale. Et donc je pense que je ne serais pas très original si je dis qu'il n'apporte pas quelque chose, s'il n'a pas apporté quelque chose pendant cette période-là, c'est-à-dire un an qu'il va effectuer à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Après aussi, je ne serais pas très original si je disais également qu'il avait tout bien fait, parce qu'il reste perfectible et je pense que dans son mandat et pendant cette période-là, il y a beaucoup de choses également qu'il doit revoir. Donc moi, le message il est simple à l'endroit d'Idriss Diallo. Je pense que quand on parle de pool de sponsors et autres, on doit avoir l'impact sur les acteurs. Moi, le plus important, ce sont les acteurs. C'est-à-dire, on parle de ces jeunes footballeurs-là. Moi, je me fais la voix des sans-voix. Je pense qu'on n'a pas encore l'impact sur les jeunes ici. Est-ce qu'ils sont bien? Est-ce qu'ils sont dans les conditions? Est-ce qu'ils arrivent à vivre de ce qu'on appelle leur métier?
Donc s'ils arrivent énormément à gagner, si on arrive à respecter tout ce qui est cahier des charges, que ce qu'on a fixé comme salaire de base, que ce soit 160 000, 150 000, 200 000, si on arrive à donner ça aux jeunes gens pour qu'ils puissent quand même vivre de ce qu'on appelle ce métier de footballeur, là, moi je serais très très heureux. Après, le deuxième message que j'ai pour lui, c'est de laisser un héritage de qualité à la Côte d'Ivoire, et ça passe par le développement des jeunes, de tout ce qui est football, de formation, la restructuration de la direction technique nationale. Voilà, il faut former et il faut imposer à tout ce qui est club les 3 catégories, minimes, cadets et juniors. Ça passe par là. C'est vrai qu'on a commencé par le U20. J'ose croire que c'est de l'expérimentation. Assez rapidement, Clément, oui. À ce qu'on appelle les formations de base, c'est-à-dire les minimes, les cadets et puis les U20. Donc pour l'instant, moi je pense que c'est mon message pour lui. D'accord, on va pas aussi tirer sur ce qu'il a déjà réalisé, mais il doit... Merci Clément. Begré Yago, comment accueillez-vous l'idée de faire jouer les éléphants sur les différents stades avant la CAN? Oui, mais il faut s'adapter, c'est ça le football. Hein. Aujourd'hui, on a plusieurs stades, donc il faut s'adapter. Moi, je pense que c'est une belle idée. Pour voir aussi l'environnement, pour voir aussi l'état d'esprit des populations sur ces stades-là. Moi, je pense que la Côte d'Ivoire, cette équipe-là doit visiter partout. Ce n'est pas l'équipe d'Abidjan, c'est l'équipe de la Côte d'Ivoire. Et jouer sur ces stades-là, pour moi, ça va mettre cet engouement populaire autour de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et j'espère que ce sera une très, très bonne chose pour les éléphants dans une ambiance festive et extraordinaire. D'accord. Nous avons M. Kwasi Mathieu qui nous appelle... Kofi Mathieu, plutôt, qui nous appelle de Mbato. Il est en ligne. Monsieur Kofi Mathieu, bonsoir. Oui, bonsoir, la toute-puissante Marie-Christine. Comment vous allez, monsieur Kofi Mathieu? Je vais bien. Et vous-même? Très bien, surtout quand je vous entends. Merci beaucoup. Je salue la grande team. Oui. Bonsoir. D'accord, on vous écoute. Vous avez un message au président Idriss Diallo de la Fédération ivoirienne de football? On écoute votre message. Oui. Je crois que le message que je peux lui laisser, c'est de regarder de temps en temps son programme de campagne et qu'il fasse tout pour mettre ça en œuvre pour que, après les 4 ans, on puisse tirer véritablement, enfin, il puisse faire un bilan. Voilà. Parce que, pour le moment, c'est vrai que ça fait 1 an qu'il est là. Les résultats ne suivent pas forcément, mais c'est aussi difficile qu'en 1 an, on puisse combler des retards qu'il y a depuis 10 ans. Ça, c'est pas facile. Donc, qu'il mette son programme de campagne là, en œuvre pour que, à la fin de son mandat, il puisse tirer un bilan clair. Voilà, moi, c'est ce que je vois. D'accord. Ok. Merci beaucoup, monsieur Kofi Mathieu, pour votre participation. Merci à vous aussi et puis bonne émission. Merci beaucoup. Sur la page Facebook de la 3, on a Apollinaire Abo qui nous dit « Bonsoir à la grande team. Monsieur Idriss Diallo doit copier sur le Sénégal. Il doit se baser sur la formation, rien que la formation des jeunes. » Jean-Philippe, c'est votre avis aussi? Oui, et on l'a dit ici, on a eu à parler de cette je dirais, politique de formation. Oui. Mais je pense que les avis avaient été tranchés. Moi, je ne suis pas pour le modèle sénégalais à proprement dit. Okay. Ce modèle qui veut qu'on ait des centres de formation qui produisent des joueurs uniquement pour, je dirais, les championnats occidentaux, les équipes nationales, et sans qu'on ne puisse voir ces joueurs-là à l'œuvre sur le plan local. Au-delà même de cette vision que j'ai, quand je regarde ces différentes équipes sénégalaises qui produisent les meilleurs joueurs sur le territoire national, je me demande quelle est aujourd'hui la base de cette équipe, quel est aujourd'hui l'impact de cette équipe en termes de club sur les compétitions continentales. Ce sont des équipes qui n'existent pratiquement pas. En Côte d'Ivoire, on a des équipes qui ont ce genre de partenariat. Rien qu'à prendre l'équipe de Isca, l'équipe d'Isca en partenariat avec le GC Nice. L'équipe d'Isca avait réalisé une magnifique épopée. Elle avait terminé championne de Côte d'Ivoire en 2020. Racing Club. Merci, Racing Club, j'ai dit Isca. Racing Club d'Abidjan, qui avait terminé les Lions de Yopougon, qui avait terminé championne de Côte d'Ivoire en 2020. Et puis par la suite, on a vu automatiquement ce qui s'est passé. On a eu le WAC de Williamsville Athletic Club, qui avait fait également le même modèle. Donc, les clubs ivoiriens ont été déjà en avance sur ce qui se passe au Sénégal. Ils avaient des partenariats avec des clubs, mais ils ont vu que ce n'était pas des partenariats forcément gagnant-gagnant. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, c'est de mettre en place une véritable politique avec la direction technique nationale qui, elle, va apporter les rudiments nécessaires à l'amélioration de nos techniciens locaux, donc à leur renforcement des capacités, et puis les ramener dans leur club pour qu'eux, maintenant, puissent développer ces différentes catégories de jeunes, comme l'a si bien dit Clément Yeton,
avoir ces catégories de jeunes dans nos clubs, c'est ça le plus important. Donc, il ne s'agit pas peut-être de regarder ce qui se fait au Sénégal pour copier ce qui se fait au Sénégal, parce que je ne pense pas que ce modèle-là soit périn. Aujourd'hui, le Sénégal gagne, mais dans quelques années, quel impact ça aura sur le football local? Ça, c'est le grand point d'interrogation, parce qu'on le voit, tous ces jeunes joueurs qui performent au niveau des compétitions des jeunes, dès que la compétition finit, ils sont automatiquement transférés. Ils ne passent même pas par les championnats, et bien, ils n'apportent pas suffisamment, à mon sens, en termes de développement local, alors que le football, il doit exister également localement et également en équipe nationale. D'accord. Au cours de sa conférence de presse, le président de la FIF a aussi lancé un appel à l'union sacrée. On l'écoute. On ne s'arrête jamais d'appeler les frères. On ne s'arrêtera jamais de demander aux frères de venir nous rejoindre. On continuera avec humilité, avec abnégation, à demander à chacun de venir apporter sa contribution au football ivoirien. Comme je l'ai dit, le football ivoirien ne m'appartient pas. Je tiens à le dire. Avant moi, il y a eu les présidents de fédération qui étaient là. Il y en a qui ne sont plus de ce monde. Le premier qui a gagné la Coupe d'Afrique, c'est Ousseynou Dieng, mon aîné, qui était aussi mon patron à la LONASI. Il n'est plus là aujourd'hui. Le deuxième qui a gagné la Coupe d'Afrique, c'est mon aîné et frère, Fessidi Diallo. Il n'est plus là aujourd'hui. Celui avec qui je suis rentré à la fédération comme vice-président, c'est mon aîné, le président Jacques Anouma, qui est là. Mais tous ceux-là ont eu leur mandat, ils ont eu leur victoire, ils ont eu leur défaite, et puis ils ne sont plus là, ils sont partis. D'autres ont été rappelés par Dieu, d'autres sont encore là, comme Jacques. Mais le football continue de vivre. Nul n'est indispensable. Je ne suis pas indispensable. Donc, je ferai le temps que j'ai à faire et je partirai. Ce qui est le plus important, c'est l'héritage que je vais laisser au football ivoirien. Et pour ce faire, effectivement, j'en appelle tout le monde à l'union sacrée autour du football ivoirien. Particulièrement autour de notre équipe, les éléphants. Si les éléphants gagnent la Coupe d'Afrique, c'est ce que nous souhaitons. Et c'est pour aller sur votre question sur les objectifs. Ce ne sera pas la victoire de Yacine Idriss Diallo. Ce sera la victoire de la Côte d'Ivoire. C'est bien noté. Que pensez-vous de cet appel du président Idriss Diallo? Guy Orlus? Bon, j'ai pu noter que c'est, on va dire, une sorte de fondement de cette rencontre. C'est-à-dire que appeler à l'union sacrée autour des éléphants de Côte d'Ivoire, unir le public sportif ivoirien autour des éléphants de Côte d'Ivoire afin d'avoir une belle CAN, une belle Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est un peu le fondement de cette rencontre-là. Je pense que c'est de cette bonne guerre parce qu'on a vu qu'au sorti des élections à la tête de président de la Fédération ivoirienne de football, on a vu un peu quelques disparités, quelques oppositions qui sont restées un peu dans les esprits des supporters ou des différents camps. Aujourd'hui, il y a des moments où on a des terrains qui sont presque vides. Tout simplement parce que certains n'ont pas encore digéré ce contexte électoral-là. Mais aujourd'hui, le président Idriss Diallo passe à autre chose. Il appelle même ses candidats malheureux à ces élections-là à venir travailler pour rehausser l'image du football ivoirien. Je pense que c'est de bonne guerre. Il faut saisir cette main-là pour pouvoir permettre au football ivoirien de regagner cette couleur-là qu'elle avait dans le temps. Parce que ça fait maintenant un bon moment qu'on n'a pas vu, qu'on n'a plus ces stades-là remplis. On n'a plus cette population-là autour de les différents clubs. Et je pense que c'est cette bataille que le président de la Fédération ivoirienne de football est en train de mener pour le moment. Et c'est de réunir tout le monde autour des différents clubs, autour de différentes villes pour pouvoir, pourquoi pas, avoir une belle CAN, puis gagner ce défi-là. Parce que derrière, c'est un grand défi sous-régional. On a les pays qui regardent la Côte d'Ivoire. Je pense qu'ils veulent gagner ce pari-là. Ok. Au sorti de cette conférence de presse, hommes de médias, présidents de clubs se sont exprimés au micro de nos reporters. On les écoute. Nous venons d'assister à un bilan de M. le Président de la Fédération de football, bilan qui nous satisfait. Et d'ailleurs, ce n'était pas évident qu'à un an de mandat, à un an d'exercice, que nous arrivions à ces différents résultats. Nous, en tant que club de Ligue 1, nous disons que nous sommes satisfaits parce que notre subvention a été revalorisée. C'est vrai que nous en voulons encore plus, c'est normal. Et aussi, le pool de sponsors qui avait été annoncé, nous avons vu que les sponsors ont commencé à venir. Et j'espère que nous, en tant que club, nous allons bénéficier de toutes ces présences de sponsors. Et surtout,
Nous, en tant que club de première division venant de l'intérieur d'Abangourou, nous souhaitons que pour la saison prochaine, nous puissions recevoir à domicile pour que vraiment le championnat de Côte d'Ivoire soit un championnat national qui ne se déroule pas seulement à Abangourou. On va dire bel exposé du président de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Yassine Diallo. Nous le saluons. Je suis encore doublement heureux parce qu'il a dit qu'il va, avec son bâton de pèlerin, aller vers les autres, je vais dire ceux qui étaient candidats face à lui, pour aller parler, pour qu'ils reviennent à la maison, pour parler du football ivoirien, du développement du football ivoirien. C'est bien d'avoir pensé à cela parce que c'est important. Voilà, les élections sont finies. Aujourd'hui, il faut construire le football ivoirien. Il faut construire, en tout cas, la mentalité des Ivoiriens quant à l'organisation de la CAN 2023. Et donc, je pense que l'exposé a été bien. Il nous a dit les noms des sponsors, des partenaires. Les présidents des clubs ont vraiment validé tout ce qu'il a dit. Nous aussi, amis de la presse, nous sommes contents. Nous osons croire que cet exposé va porter davantage, je vais dire, du baume au cœur des Ivoiriens. De sorte à ce que demain, nous soyons tous dans une famille réunie, réussir l'organisation de la CAN 2023. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le président a choisi de communiquer et il le fait de fort belle manière. Aujourd'hui, 1 an après son accession à la tête de la Fédération ivoirienne de football, le constat est réel, le ballon roule un peu partout en Côte d'Ivoire et on constate également que aujourd'hui, le président met en place des indices qui nous laissent espérer notamment une très bonne gouvernance avec de la transparence au niveau de la gestion. Au plan structurel, les choses sont donc en train d'être mises en place et puis également les perspectives sont bonnes. Quand on voit que le président sait où il va et petit à petit il est en train de mettre en place son programme. Donc pour parler justement du bilan, on peut dire qu'il est satisfaisant à l'heure actuelle. On attend de savoir la suite. C'est vrai qu'il y a quelques interrogations, mais on attend de voir la suite parce qu'on ne peut pas tout faire en 1 an. Donc on souhaite notamment bon vent au président. Il a emprunté un si bon chemin qu'on pense véritablement qu'il va pouvoir continuer et en mettant notamment en exergue son plan d'action, rassembler pour développer et on pense véritablement que le football ivoirien pourra donc retrouver son lustre d'antan et trôner à la tête de l'Afrique. Yago, un mot sur les interventions de ces hommes de médias et présidents de clubs qui sont exprimés? Non, ils sont dans la droite ligne du président de la Fédération ivoirienne de football. Ils sont d'accord avec lui sur tous ces perspectives. Et puis surtout, ils veulent que la Côte d'Ivoire... Vraiment, il a dit un mot qui est fort, l'union sacrée autour de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Je me rappelle les 2 grandes victoires de la Côte d'Ivoire en 92 et en 2015. C'était l'union sacrée autour de l'équipe nationale, autour du football ivoirien. S'il n'y a pas cette union-là, c'est vraiment difficile. Et je pense que les Ivoiriens doivent comprendre qu'on a une seule équipe, on a une seule nation, c'est la Côte d'Ivoire. D'accord. On a des personnes rencontrées dans les rues d'Abidjan qui ont aussi adressé un message au président de la Fédération ivoirienne de football. On les écoute. Le 1 an, c'est déjà bon, c'est déjà bon. On va voir la suite qui va venir. Sinon, le 1 an, vraiment, c'est déjà bon. Mais qui cherche encore à améliorer le niveau du football, il faut qu'il améliore le niveau du football. Il n'y a pas grand-chose à dire, mais tout ce qu'il peut lui dire, c'est pour le féliciter pour le travail qu'il fait pour les Ivoiriens et pour le football ivoirien. Et aussi, il y a quelque chose à dire par rapport à c'est 1 an. Je veux qu'il mobilise vraiment les joueurs. Le président, il travaille bien parce qu'il réussit à mettre les joueurs ensemble, il fait une bonne collection. Et bon, ce qu'il fait, c'est encore bon. Puis bon, en foot, c'est pas de la politique. On a plusieurs branches qui sont dedans un peu, donc on aimerait que tout le monde soit humble, tout le monde soit simple, respectueux. Et puis, ça va aider le président aussi à mieux encore travailler plus. Sinon, pour le moment, le président n'a pas de problème. Selon sa gestion, moi je dirais plutôt que M. Sidi Diallo nous avait vu, on a vu ce qui s'est passé. Le championnat de Côte d'Ivoire n'a pas encore été à la hauteur. Ça, c'est clair et net. Il n'y a pas quelqu'un qui me dira le contrôle. Nous, on avait soutenu l'ancien footballeur international. Mais on s'est dit que non, c'est simple. C'est un challenge. Vous êtes à la tête. Il n'y a pas d'engouement. Tout ce qu'on vous demande, nous voulons un plus, M. Sidi Diallo. C'est tout. Même si ça va, c'est le fauteuil. À qui de droit? C'est tout simple. Je lui dirais qu'il n'y a pas eu d'amélioration parce que le championnat, il n'y a pas d'engouement dans les stades. Jusque-là, il n'y a pas de changement. Nous connaissons que 2 clubs en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a la SEC. Avant, c'était la SEC et l'Africa. Mais aujourd'hui, il y a la SEC et le Lys de Sandra. Si la SEC joue, on sait que la SEC joue. C'est vrai, la SEC en demi-finale. Et quand Lys de Sandra joue, on sait qu'il y a une autre équipe qui joue. À part ces 2 clubs, il n'y a pas de club en Côte d'Ivoire qu'on connaît. Il n'y a pas d'engouement dans les stades. Les stades sont vides. Donc nous demandons à Idriss Diallo de s'améliorer. Il n'y a pas eu de changement.
On a encore nos petits frères qui jouent le championnat. On nous a dit que Idriss Diallo nous viendra faire le changement, mais il n'y a pas de changement. Les salaires promis ne sont pas respectés. On n'a pas encore croisé un joueur qui nous a dit que ouais, ce qu'on nous a promis, on nous donne. C'est toujours la même chose. Donc on dit à Idriss Diallo qu'il n'y a pas de changement, qu'il s'améliore, qu'il fait un effort pour s'améliorer. Il n'y a pas de supporters dans les stades et il n'y a que 2 clubs en Côte d'Ivoire qui s'améliorent. Pour moi, c'est le message que j'aimerais lui laisser. D'accord. On a un intervenant qui a dit M. Sidi Diallo, c'est plutôt M. Idriss Diallo, le président de la Fédération ivoirienne de football. Bon, les messages ont été donnés. Nous savons que le président Idriss Diallo nous suit et c'est sûr qu'il prend en compte tous ces messages. Il est temps à présent de passer au plus calé. Nous jouons donc en équipe. Équipe A, Begriago et Clément. Équipe B, Jean-Philippe et Guyorlus. Et le thème de ce plus calé de ce soir, c'est Omnisport. C'est bon? C'est un bon thème quand même, M. Begriago. Quand c'est Begré et Guipi, c'est plus difficile, hein? Monsieur Magua Diop, hein? Du tout. La première question. Quel stade accueillera la finale de la Ligue des champions de l'UEFA en juin 2023? A. Atatürk, Istanbul. B. Puskás Arena, Budapest. C. Helsinki, Finlande. A, B ou C? Équipe B, réponse A. Équipe A, réponse A. Effectivement, c'est la réponse A. Atatürk, Istanbul, la finale de la Ligue des champions se jouera le 10 juin 2023 au stade olympique Atatürk à Istanbul, en Turquie. Deuxième question. Dans quelle ville de Côte d'Ivoire se trouve le stade Loscéni Soumaoro? A. Mankono. B. Séguéla. C. Touba. Mankono, Séguéla, Touba. Équipe B, réponse B. Équipe A, réponse B. C'est chaud hein, ce soir. Réponse B, c'est vraiment la bonne réponse. Le stade Loscéni Soumaoro de Séguéla a accueilli la finale de la Coupe nationale en 1978, remportée par l'Africa Sport au Sporting Club de Gagnoa. Troisième question. C'est une question facile. Une question facile pour Begré. Bon, on espère que les prochaines questions seront tout aussi faciles. Troisième question. Lequel de ces pays africains n'a jamais obtenu une médaille d'or olympique à la boxe? A. Afrique du Sud. B. Algérie. C. Nigeria. Lequel de ces pays africains n'a jamais obtenu une médaille d'or olympique à la boxe? Afrique du Sud, Nigeria ou Algérie? Équipe B, la réponse A. Équipe A, la réponse C. C'est la réponse C, Nigeria. L'Afrique du Sud, le Kenya et l'Algérie sont les seuls pays africains qui ont obtenu au moins une médaille d'or à la boxe au JO. Quatrième question. Dans quel club a évolué Luka Doncic avant d'aller au NBA? A. Real Madrid. B. FC Barcelone. C. Olympiakos. A, B ou C? Équipe B, C. Équipe A, C. C'est la réponse A. Real Madrid, en 2018, il remporte l'Euroleague avec le Real, est élu MVP du tournoi, puis drafté en NBA en 3e position par Atlanta avant d'être échangé à Dallas. Cinquième et dernière question. Comment se nomme l'entraîneur de l'équipe algérienne de football USM Alger? Comment se nomme l'entraîneur de l'équipe algérienne de football USM Alger? A. Takis Gonias. B. Abdelhak Benchika. C. Nasserdine Nabi. A, B ou C? Équipe B, la réponse C. Et équipe A, la réponse B. C'est la réponse B.
Abdelhak Benchika, le technicien algérien, entraîne l'USM Alger depuis 2021. Takis Gonias et Nassardine Nabi dirigent respectivement Pyramide FC et Young Africans. Roulement de tambour. L'équipe victorieuse est l'équipe composée de Begriago et de Clément. Félicitations, messieurs. C'est gentil, Marie-Christine. Bon, on veut voir vos petits pas de danse de début de semaine. Ils sont bien tristes. Bien fâchés, je ne savais pas triste. Voilà, c'est la fin de notre émission de ce lundi. On se retrouve demain mardi à 20h30 en direct, toujours sur la 3. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.